Cette famille n'avait rien. Puis, du jour au lendemain, un homme est apparu. Un bienfaiteur. Avec lui, des centaines de milliers d'euros ont changé leur vie, l'appartement luxueux, la grosse voiture allemande. Tout le monde y voyait un conte de fées. Moi, j'y voyais une prison dorée. Car j'ai vite compris que tout cet argent n'était là que pour acheter une chose, le silence sur un terrible secret. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Je m'appelle Sophie Dubois. J'ai 52 ans. Pendant 30 ans, j'ai cru qu'il suffisait d'enseigner avec patience pour que le monde tourne un peu plus rond. Ma salle de classe, à l'école primaire Jean Jaurès, c'était mon sanctuaire. Un lieu rempli de l'odeur du papier à dessin, de la cire des crayons, et des rires d'enfants. Jusqu'à ce mardi matin de novembre. Un mardi gris, où la pluie fine frappait doucement contre les grandes fenêtres. La classe était calme. Trop calme, peut-être. Les enfants dessinaient leur famille. Des maisons colorées, des soleils souriants, du classique. Je passais entre les bureaux, un sourire aux lèvres. Et puis, je me suis arrêté. Devant la table d'Emma Martin. Emma avait 6 ans. Une petite fille aux cheveux blonds comme les blés, avec de grands yeux bleus qui semblaient toujours regarder ailleurs. Sa feuille était presque vide. Juste une petite silhouette dessinée au crayon noir, seule dans un coin. Ses autres crayons étaient immobiles. Intacts. Je me suis agenouillé à côté d'elle. L'odeur de la laine de son petit pull m'a enveloppé. Tout va bien, ma puce, ai-je murmuré. Elle n'a pas répondu. Elle fixait sa feuille, ses petites mains serrant si fort un crayon bleu que ses doigts en étaient devenus blancs. J'ai posé doucement ma main sur son épaule. C'est là que tout a basculé. Son petit visage s'est contracté. Des larmes silencieuses ont commencé à couler sur ses joues. Puis, elle s'est penchée vers moi, si près que je pouvais sentir son souffle chaud sur ma peau. Et elle a chuchoté. Une phrase qui a glacé le sang dans mes veines. Madame, mon nouveau papa, il dort avec moi. Tous les soirs. Le silence dans la classe est devenu assourdissant. Mon cœur s'est arrêté, puis il s'est mis à battre si fort que je l'entendais dans mes tempes. J'ai gardé un visage neutre. 30 ans de métier vous apprennent à maîtriser vos émotions. Viens avec moi, Emma, ai-je dit d'une voix que je voulais douce. On va discuter un petit peu dans le couloir. Je l'ai prise par la main. Une heure plus tard, j'étais assise dans le bureau de Monsieur Lambert, le directeur. La pièce sentait le café fort et le papier. À côté de moi se tenait une jeune femme au visage sérieux, Diane Mercier, de l'aide sociale à l'enfance. L'ASE. Un sigle qui, dans notre métier, annonce toujours des heures sombres. J'ai raconté les faits. Simplement. Les larmes d'Emma, sa feuille blanche, et cette phrase terrible, chuchotée comme un secret honteux. Chaque mot que je prononçais semblait alourdir l'atmosphère de la pièce. Monsieur Lambert ajustait ses lunettes, nerveux. Diane Mercier prenait des notes dans un carnet, sans montrer la moindre émotion. Le dossier familial d'Emma a été ouvert sur le bureau. Il était mince. Trop mince. Une mère, Jessica Martin, souvent absente pour des raisons de santé. Un père parti 6 mois plus tôt. Et puis, une nouvelle information. Un oncle. Daniel Martin, le frère de Jessica, avait emménagé récemment pour aider sa sœur. C'est lui qu'Emma appelait son nouveau papa. Un frisson m'a parcouru l'échine. L'oncle. Immédiatement, il est devenu le suspect numéro 1. Un homme vivant seul avec une femme fragile et sa petite fille. Le scénario classique. Le pire des scénarios. La procédure s'est enclenchée, rapide et froide. Diane Mercier a mené les entretiens. Elle a d'abord parlé à Emma, dans une petite salle de l'école. Puis elle a convoqué la mère. Jessica Martin est arrivée l'après-midi. Une femme pâle, aux gestes flottants, qui semblait toujours avoir la tête ailleurs, perdue dans des nuages que personne ne pouvait voir.
Elle parlait peu, et quand elle le faisait, c'était pour dire que son frère Daniel était un sauveur. Qu'il s'occupait de tout. Le lendemain, les services sociaux ont fait une visite à leur domicile. J'attendais des nouvelles toute la journée, le cœur serré. Je n'arrivais pas à me concentrer sur ma classe. L'image d'Emma, si petite et si seule sur son dessin, me hantait. En fin de journée, le téléphone a sonné dans mon bureau. C'était Diane Mercier. Sa voix était différente. Moins protocolaire. Presque soulagée. Madame Dubois, nous avons une vision plus claire de la situation, a-t-elle commencé. Elle m'a décrit un petit appartement, modeste mais propre. Elle m'a décrit l'oncle, Daniel Martin. Un homme grand, un peu gauche, avec un parler lent. Un homme qui, visiblement, avait un léger retard cognitif. Il avait accueilli l'assistante sociale avec une grande anxiété, mais aussi une grande douceur. Et puis, la révélation est tombée. Diane Mercier a demandé à Daniel où il dormait. Il l'a emmené dans la chambre d'Emma. Une petite chambre rose, avec des peluches sur le lit. Et par terre, à côté du lit, il y avait un simple matelas. Un futon. C'est ma place, avait-il dit. Je dors ici. Pour veiller sur elle. Il a alors expliqué. Emma souffrait de crises d'épilepsie. Des crises d'absence, surtout la nuit. Discrètes, mais potentiellement dangereuses. Le médecin avait insisté pour qu'un adulte surveille son sommeil. Comme sa mère était souvent épuisée par ses propres traitements, c'est lui, l'oncle Daniel, qui avait pris ce rôle. Il dormait par terre, dans sa chambre. Pour être là si quelque chose arrivait. L'ASE a vérifié les dossiers médicaux. Tout était vrai. Le diagnostic était confirmé. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai ressenti un immense soulagement. Un soulagement si lourd que j'ai dû m'asseoir sur mon canapé sans même enlever mon manteau. L'horrible scénario que j'avais imaginé s'était effondré. Ce n'était pas une histoire de monstre. C'était l'histoire d'une famille en difficulté. Une famille qui faisait de son mieux avec les cartes que la vie lui avait données. L'affaire a été classée comme famille en crise nécessitant un soutien. Pas un cas de maltraitance. J'aurais dû être complètement rassuré. Pourtant, une petite voix, au fond de moi, refusait de se taire. C'était l'instinct, peut-être. Ou 30 ans passés à observer les enfants. Quelque chose clochait encore. Une pièce du puzzle manquait, j'en étais sûr. Mais je ne savais pas encore à quel point les semaines qui ont suivi ont été calmes. L'ASE a mis en place un suivi léger pour la famille Martin. Emma, dans ma classe, semblait s'épanouir. Elle souriait plus souvent. Ses dessins se sont remplis de couleurs. Des fleurs, des animaux. J'ai cru, sincèrement, que la crise était passée. Je me suis dit que mon intuition m'avait trompé. Et puis, les changements ont commencé. Des changements subtils, d'abord. Un matin, ce n'est pas l'oncle Daniel qui a déposé Emma, mais sa mère, Jessica. Je l'ai à peine reconnue. La femme pâle et flottante avait disparu. À sa place, il y avait une femme élégante, bien coiffée, le regard clair et assuré. Elle portait un manteau cher qui ne correspondait pas du tout à l'image que je m'étais faite de leur situation financière. Emma a une nouvelle vie, m'a-t-elle dit avec un sourire parfait. Nous allons tous beaucoup mieux. Peu de temps après, une voiture a commencé à déposer Emma chaque matin. Pas n'importe quelle voiture. Une berline allemande, sombre et luxueuse. Au volant, un homme d'une 50aine d'années, impeccablement vêtu. Il avait des cheveux grisonnants, un visage calme, presque trop calme. Parfois, il accompagnait Emma jusqu'au portail. Il ne me regardait jamais directement, mais je sentais son regard sur moi. Un regard froid, analytique. Un jour, lors d'une réunion parents-professeurs, Jessica est venue avec 8 points. Je vous présente le docteur Hervé Blanchard, a-t-elle annoncé fièrement. C'est un ami de la famille. C'est lui qui m'aide.
Il a trouvé un nouveau traitement pour moi. Un miracle. Le docteur Blanchard m'a serré la main. Sa poignée était ferme, glaciale. Il parlait d'une voix posée, cultivée. Il expliquait que Jessica avait enfin trouvé le bon équilibre médicamenteux. Que la famille était sur la voie de la guérison. Tout semblait parfait. Trop parfait. Pourquoi est-ce que je me sentais si mal à l'aise? Tout le monde autour de moi, y compris Monsieur Lambert, semblait ravi de cette transformation. La famille Martin était devenue une success story. Une histoire de réussite. J'étais la seule à voir une ombre derrière ce tableau idyllique. C'est Emma qui m'a confirmé que quelque chose n'allait pas. Son sourire avait de nouveau disparu. Elle était redevenue silencieuse, distante. Un après-midi, pendant le temps calme, elle s'est approchée de mon bureau. Sans un mot, elle a posé un dessin sur mes genoux. Ce n'était pas un dessin d'enfant ordinaire. C'était une grande maison, dessinée avec des lignes dures, noires. Une maison riche, avec de nombreuses fenêtres. Mais l'une des fenêtres, une toute petite, tout en haut, avait des barreaux. Et derrière ces barreaux, on pouvait voir une minuscule silhouette blonde. Emma. J'ai senti mon cœur se serrer. Le dessin était une bouteille à la mer. Un message que moi seul pouvais comprendre. J'ai gardé le dessin, en le cachant dans mon sac à main comme une preuve précieuse et terrifiante. La semaine suivante, le coup de grâce est arrivé. J'ai été convoqué dans le bureau de Monsieur Lambert. Jessica Martin et le docteur Blanchard étaient là. Leurs visages étaient des masques de courtoisie. Jessica a pris la parole, mais je sentais que les mots n'étaient pas les siens. Madame Dubois, nous apprécions votre implication, mais nous pensons qu'Emma a besoin d'un nouvel environnement. Nous avons demandé son transfert dans la classe de Madame Caron. Le docteur Blanchard a ajouté, d'un ton faussement compatissant, Emma est une enfant sensible. Elle a parfois tendance à s'attacher de manière excessive. Un peu de distance professionnelle lui fera le plus grand bien. Je suis resté sans voix. Ils étaient en train de me couper d'elle. Méthodiquement. Intelligemment. Ils m'isolaient. J'ai tenté de protester, de parler du dessin, mais mon directeur, visiblement influencé par la prestance du docteur Blanchard, a simplement hoché la tête. La demande était légitime. Elle a été acceptée. Ils avaient réussi. Emma a été transférée dans la classe de ma collègue, Isabelle Caron. D'un point de vue légal, je n'avais plus aucun droit. Toutes les portes semblaient s'être refermées. Et vous, si vous aviez été à ma place, quand le monde entier vous dit que vous avez tort et que vous devriez arrêter, auriez-vous lâché prise? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Les jours qui ont suivi ont été parmi les plus longs de ma carrière. Je croisais Emma dans les couloirs. Elle baissait les yeux. Elle ne me souriait plus. Je n'étais plus sa maîtresse. J'étais devenue une étrangère. Une menace, peut-être. Le sentiment d'impuissance me rongeait. C'était comme regarder une enfant se noyer de l'autre côté d'une vitre blindée. Je savais que je devais faire quelque chose. Mais quoi? Me plaindre à nouveau? On me prendrait pour une folle, une enseignante obsessionnelle. Le docteur Blanchard avait tout verrouillé. Il avait construit autour de cette famille une forteresse de respectabilité. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Quelque chose qui allait à l'encontre de toutes les règles de mon métier. J'ai décidé d'agir seul. Je me suis souvenu d'un détail. Lors de notre première rencontre, l'oncle Daniel m'avait dit qu'il aimait aller boire un café, seul, dans un petit bistrot près de chez lui. Un endroit calme, disait-il, pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Pendant plusieurs jours, après l'école, je suis allé me garer près de ce quartier. J'attendais, simplement. Je me sentais comme un détective privé, ce qui était ridicule. J'étais une institutrice de 52 ans. Mais je ne pouvais pas abandonner. Pas Emma. Un jeudi soir, je l'ai vu. Il était assis seul, à une table près de la fenêtre du café Le Petit Pont.
Il regardait la pluie tomber, l'air absent. J'ai pris une grande inspiration, et je suis entré. Quand il m'a vu, la panique a traversé son regard. Il a failli renverser sa tasse. Madame Dubois. Qu'est-ce que... Vous ne devriez pas être là. Sa voix était un murmure effrayé. Je me suis assise en face de lui, sans y être invité. Daniel, ai-je dit doucement. Je suis inquiète pour Emma. Et pour vous. Il secouait la tête, les yeux fuyants. Non, non, tout va bien. Mieux que bien. Jessica va mieux. On a une nouvelle maison. Alors pourquoi avez-vous l'air si terrifié? Le silence s'est installé entre nous. Un silence lourd, pesant. Dehors, la pluie redoublait d'intensité. Finalement, son regard s'est posé sur moi. Un regard de détresse absolue. Je n'ai pas le droit de vous parler, a-t-il chuchoté. Il vérifie mon téléphone. Il sait tout. Je n'ai pas eu besoin de demander de qui il parlait. Daniel, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et là, les mots sont sortis. De manière désordonnée, hachée, comme s'il lui brûlait les lèvres. Il m'a tout raconté. Il m'a dit que le docteur Blanchard n'était pas un ami de la famille. C'était le psychiatre de Jessica. Celui qui la suivait à l'hôpital. Une violation flagrante de l'éthique médicale. Il m'a dit que Blanchard contrôlait tout. Il décidait des médicaments de Jessica, de leur dose. Parfois, après une visite de Blanchard, Jessica passait des journées entières à dormir, pour se reposer, disait-il. Il m'a dit que Blanchard leur avait trouvé un nouvel appartement, plus grand, mais que c'était une cage dorée. Il n'avait le droit de voir personne sans sa permission. Ma gorge s'est nouée. C'était pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Et Emma, ai-je demandé, la voix tremblante. Le visage de Daniel s'est décomposé. Des larmes ont rempli ses yeux. Il dit qu'elle doit être parfaite. Parfaite. Ce mot. Il dit qu'elle fait trop de crises. Que ses problèmes sont un fardeau pour sa mère. Il s'est penché vers moi, son souffle sentant le café froid. Il a dit, que si elle ne s'améliore pas, il l'enverra dans un endroit spécial. Un centre. Il dit qu'il a déjà les papiers. Que Jessica doit juste signer. Le dessin. La petite fenêtre avec les barreaux. Ce n'était pas une fantaisie. C'était une prophétie. Daniel a regardé sa montre, soudainement paniqué. Je dois partir. S'il apprend que je vous ai vu. Et il s'est levé, tremblant de tous ses membres. Il était un homme piégé. Un homme qui aimait sa nièce plus que tout, mais qui était paralysé par la peur. J'ai compris à ce moment-là que je ne luttais pas contre un simple manipulateur. Je luttais contre un monstre qui avançait masqué, protégé par son statut, son argent et l'aura de respectabilité qu'il avait tissé autour de lui. Et j'étais terriblement seul. Le lendemain, j'étais de retour à la case départ, mais avec une peur bien plus grande qu'avant. La peur n'était plus un simple pressentiment. Elle avait un nom. Hervé Blanchard. Elle avait un visage. Celui d'un homme respectable. Mon premier réflexe a été d'appeler l'aide sociale à l'enfance. Je voulais parler à Diane Mercier, la jeune femme qui avait mené la première enquête. Je pensais que mes nouvelles informations changeraient tout. J'ai eu tort. Au téléphone, la voix de la réceptionniste était polie, mais glaciale. Le dossier Martin est clos, madame. La situation de la famille est jugée stable. J'ai insisté, j'ai essayé d'expliquer l'urgence, la relation anormale entre le médecin et sa patiente. Rien à faire. Êtes-vous un membre de la famille, m'a-t-elle demandé. Non, je suis son ancienne institutrice. Alors je suis désolé. Le protocole de confidentialité nous interdit de discuter de ce cas avec vous. Le système. Le protocole. Les murs de l'administration se dressaient devant moi, infranchissables. J'ai raccroché, le cœur lourd de frustration. J'étais seul.
vraiment seul. Ce soir-là, je suis rentré chez moi épuisé. J'ai préparé une tasse de tisane, mais je n'ai même pas pu l'avaler. Je regardais le dessin d'Emma, posé sur ma table de cuisine. Cette petite fenêtre avec des barreaux. C'était un cri silencieux, et j'étais la seule à l'entendre. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai envisagé d'abandonner. Après tout, qui étais-je pour me battre contre un homme si puissant, si bien protégé par le système lui-même? C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché point. Madame Sophie Dubois. La voix était celle d'une femme plus âgée. Une voix posée, avec une autorité naturelle point. Oui, c'est moi. Je m'appelle Martine Mercier. Je suis la mère de Diane Mercier. Le silence s'est fait. J'essayais de comprendre point, elle a continué, comme si elle avait deviné ma confusion point. Ma fille m'a parlé de vous. De l'affaire Martin. Elle est jeune, elle respecte les règles. Parfois trop. Elle m'a dit que vous aviez rappelé aujourd'hui. Elle était, contrariée de ne pas pouvoir vous aider. Je ne savais pas quoi dire point. J'ai travaillé 30 ans à l'ASE, Madame Dubois. J'en ai été directrice avant de prendre ma retraite. Les règles, je les connais. Et je sais aussi comment les contourner quand la vie d'un enfant est en jeu, un filet d'espoir, fragile mais réel, a commencé à naître en moi. Ma fille m'a parlé d'un nouveau venu dans la famille, a-t-elle poursuivi. Un bienfaiteur. A-t-il un nom? J'ai dégluti point. Docteur Hervé Blanchard. À l'autre bout du fil, il y a eu un long silence. Un silence différent. Ce n'était pas de l'hésitation. C'était de la reconnaissance point. Ah. A-t-elle finalement dit. Et dans ce simple bas, il y avait tout un monde de sous-entendus. Blanchard. Je ne suis pas surprise. Ce nom-là, je l'ai déjà entendu circuler dans les couloirs. Jamais rien de prouvé, bien sûr. Toujours des dossiers classés sans suite. Elle a marqué une pause point. Écoutez-moi, Madame Dubois. Vous n'êtes plus seule. J'ai peut-être quitté le système, mais j'ai gardé quelques clés. Si ce que votre instinct vous dit est vrai, alors nous n'avons pas beaucoup de temps. Retrouvons-nous demain. Et apportez-moi ce fameux dessin. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé à nouveau la petite fenêtre à barreaux dessinée par Emma. Pour la première fois depuis des jours, je ne voyais plus seulement une image de désespoir. Je voyais le début d'un plan. J'avais une alliée. Une alliée inattendue, qui connaissait le terrain de jeu de l'ennemi. La partie venait de changer point le lendemain, j'ai rencontré Martine Mercier dans un petit café discret, loin de mon quartier. C'était une femme d'environ 70 ans, avec des cheveux argentés coupés courts et des yeux vifs qui semblaient tout analyser. Il y avait en elle une force tranquille qui m'a immédiatement rassuré. Je lui ai tout raconté, en détail. La transformation de Jessica, l'assurance glaciale de Blanchard, les aveux terrifiés de Daniel. Puis, je lui ai montré le dessin d'Emma. Elle l'a regardé longuement, ses doigts fins caressant le papier point. Les enfants ne mentent jamais dans leurs dessins, Sophie, a-t-elle dit. Ce n'était pas une opinion. C'était un fait. À partir de ce jour, ma colère et mon anxiété ont commencé à se transformer. Martine les a canalisées. Elle a transformé mon impuissance en stratégie. Nous étions deux femmes, de deux générations différentes, menant une enquête secrète depuis la table de sa cuisine, qui sentait bon la cire d'abeille et les vieux livres. Martine a passé quelques appels. Des appels à d'anciens collègues, à des contacts encore en activité. Elle parlait à voix basse, utilisant un langage codé que je ne comprenais pas toujours. Mais les résultats sont vite arrivés point. Comme je le pensais, m'a-t-elle annoncé 2 jours plus tard, en posant sa tasse de thé. Hervé Blanchard a déjà fait l'objet de 2 signalements à l'ASE par le passé. 2 cas étrangement similaires aux nôtres. Mon cœur s'est emballé point. Et alors? Qu'est-il arrivé?
Martine a eu un sourire amer. Rien. Les 2 fois, les familles se sont rétractées. Elles ont soudainement déménagé, ou retiré leur plainte. Les dossiers ont été classés. Faute de preuves. Faute de preuves. C'était donc sa méthode. Il isolait ses victimes, les rendait dépendantes, puis coupait tous les ponts avec l'extérieur. Il était un fantôme. Un prédateur qui effaçait ses propres traces. Il ne commettra pas 2 fois la même erreur, a poursuivi Martine, le regard fixé sur un point lointain. Il se sent intouchable. C'est sa faiblesse. Mais il a forcément un point faible. Un endroit où il laisse des traces. Son travail, ai-je suggéré. Précisément. Martine a sorti une feuille de papier. Elle avait écrit un nom. L'Institut comportemental Blanchard. C'était une clinique privée qu'il dirigeait. Une institution prestigieuse, spécialisée dans les enfants difficiles. Un homme comme lui ne peut pas maintenir une façade parfaite tout le temps, a expliqué Martine. Il a forcément dû faire des erreurs. Des employés ont dû voir des choses. Entendre des choses. C'est notre seule piste. Pendant que nous élaborions ce plan fragile, la réalité nous a rattrapés de la manière la plus brutale qui soit. Un après-midi, dans la salle des professeurs, ma collègue Isabelle Caron, celle qui avait hérité d'Emma, m'a interpellé. Dis-moi Sophie, tu as des nouvelles d'Emma Martin. J'ai senti une boule se former dans mon estomac. Non, pourquoi? Elle est absente depuis 3 jours. J'ai appelé la mère. Elle m'a dit qu'Emma était malade, une simple grippe. Mais sa voix était, étrange. Fuyante. Elle a refusé que je lui demande un certificat médical. 3 jours. C'était énorme. Blanchard était en train de l'isoler. De la couper du monde extérieur. De l'école, qui était son dernier lien avec une forme de normalité. L'étau se resserrait autour d'elle. Le temps nous était compté. Chaque heure qui passait était une heure où Emma était seule, à la merci de cet homme. Notre enquête discrète venait de se transformer en une course contre la montre. Et nous ne savions même pas ce qui nous attendait au bout du chemin. Et il nous a fallu 2 jours pour la retrouver. Martine, grâce à ses anciens réseaux, a obtenu une liste des employés qui avaient démissionné de l'Institut Blanchard au cours des dernières années. La plupart avaient déménagé. Une seule vivait encore dans la région. Rebecca Tran. Une infirmière. Nous sommes allés chez elle un soir, sans prévenir. Elle habitait un petit appartement dans un immeuble moderne et impersonnel. Quand elle a ouvert la porte, j'ai vu une jeune femme au visage fatigué, dont les yeux se sont agrandis de peur en reconnaissant Martine, l'ancienne directrice de l'ASE. La conversation a été difficile. Tétanisée, Rebecca a d'abord tout nié. Elle disait qu'elle avait quitté l'Institut pour des raisons personnelles. Qu'elle ne se souvenait de rien de particulier. Elle parlait d'une voix monocorde, en regardant ses mains, posées sur la table de la cuisine. Des mains qui tremblaient légèrement. Martine a été patiente. Elle n'a pas posé de questions directes. Elle a parlé du système, de la difficulté de témoigner, de la solitude des lanceurs d'alerte. Mais Rebecca restait murée dans son silence. Un silence de peur. Quand je suis parti, a-t-elle fini par lâcher, la voix brisée, il m'a convoqué dans son bureau. Blanchard. Il m'a dit que si je parlais, une seule fois, à qui que ce soit, il détruirait ma carrière. Il m'a dit qu'il avait le bras long. Qu'il ferait en sorte que je ne retrouve plus jamais de travail dans un hôpital. Et je l'ai cru. Elle a relevé la tête, les larmes aux yeux. Je suis désolé. Vraiment. Mais j'ai un prêt à rembourser. Je ne peux pas vous aider. C'était fini. J'ai senti le désespoir m'envahir. C'était notre seule chance, et elle venait de nous claquer la porte au nez. Martine a commencé à se lever, l'air grave, pour prendre congé. Et puis, j'ai fait la seule chose qu'il me restait à faire. J'ai ouvert mon sac à main.
Mes mains tremblaient, à mon tour. J'ai sorti le dessin d'Emma. Je l'ai déplié doucement, et je l'ai posé sur la table, entre les tasses de café refroidi. Il ne s'agit pas de votre carrière, Rebecca, ai-je dit, la voix étranglée par l'émotion. Il s'agit d'elle. Rebecca a baissé les yeux sur le dessin. Sur cette grande maison froide. Sur cette minuscule fenêtre. Et sur ces barreaux noirs, dessinés avec la force désespérée d'une enfant de 6 ans. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés comme ça. Le silence était total. On n'entendait que le bruit du réfrigérateur dans la cuisine. Rebecca ne bougeait pas. Elle fixait le dessin. Et j'ai vu quelque chose changer dans son regard. La peur était toujours là. Mais autre chose venait de naître. Une colère sourde. Une lueur de conscience. Finalement, sans un mot, elle s'est levée. Elle est allée dans sa chambre et en est revenue quelques instants plus tard. Elle tenait quelque chose dans sa main fermée. Elle s'est approchée de moi et a ouvert sa paume. Dedans, il y avait une petite clé USB. Noire. Anonyme. Avant de partir, j'ai tout copié, a-t-elle murmuré. Les dossiers. Les registres de médicaments. Ses notes personnelles. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Par peur, peut-être. Ou au cas où. Mais elle a déposé la clé USB dans ma main. Sa peau était glacée. Prenez-la. Et faites ce que vous avez à faire. Mais ne dites jamais que ça vient de moi. S'il vous plaît. En sortant de chez elle, la petite clé USB me semblait peser 1 tonne dans ma poche. C'était un objet froid, en plastique, mais il contenait la vérité. La voix silencieuse de toutes les victimes de Blanchard. La voix de Rebecca. Et surtout, la voix d'Emma. La clé USB était froide dans la paume de ma main, mais elle pesait plus lourd qu'une vie. C'était notre dernier espoir. La route devant nous était encore très sombre, et la vraie bataille ne faisait que commencer. Si vous écoutez encore, ici sur la chaîne Les Voix du Cœur, aidez-moi en commentant le chiffre ainsi dessous, pour que je sache qu'il y a encore des compagnons de route avec moi tout au long de ce voyage. Votre présence est le plus grand encouragement pour moi de raconter la dernière partie. Martine avait une dernière carte à jouer. Un nom. Celui de Geneviève Rousseau, une juge des enfants qu'elle avait côtoyée pendant des années. Une femme réputée pour sa rigueur, son intelligence, et son horreur absolue de l'injustice. Martine a obtenu un rendez-vous. Pas une audience officielle. Une réunion d'information urgente, dans le bureau de la juge. C'était notre seule chance de court-circuiter la machine administrative avant qu'il ne soit trop tard. Nous nous sommes retrouvés le lendemain matin dans l'antichambre du cabinet de la juge. L'atmosphère était lourde. Il y avait la Martine et moi. Il y avait Daniel, tremblant, qui se tordait les mains. Il y avait Rebecca Tran, le visage pâle, qui avait accepté de venir après que Martine lui ait garanti une protection. Et il y avait Jessica. Martine avait réussi à la faire sortir de l'appartement sous un prétexte médical. Elle semblait confuse, ailleurs, mais elle était là. Puis, Hervé Blanchard est arrivé. Il portait un costume impeccable, un sourire confiant aux lèvres. Quand il nous a vus, son sourire s'est légèrement crispé, mais il a vite retrouvé son assurance. Il est venu vers moi, le regard plein d'une fausse compassion. Madame Dubois, votre acharnement est presque touchant, m'a-t-il dit à voix basse. Mais cette fois, vous êtes allé trop loin. Il ne savait pas à quel point il avait raison. Nous sommes entrés dans le bureau de la juge Rousseau. C'était une pièce sobre, lambrissée de bois sombre. La juge était une femme d'une 60aine d'années, au regard pénétrant. Elle nous a tous invités à nous asseoir. Il n'y avait pas de tribunal, pas de public. Juste la vérité, nue, qui attendait de sortir. Blanchard a commencé, plein de lui-même. Il a parlé de son dévouement pour la famille Martin. Il a sorti des documents signés par Jessica lui donnant l'autorité de prendre des décisions médicales pour Emma.
Il a parlé d'une structure spécialisée, d'un protocole de soins intensifs. Il se présentait comme le sauveur, et nous, comme des amateurs qui interféraient avec la science. Il était brillant, convaincant et terrifiant. Quand il a eu fini, la juge Rousseau ne lui a pas répondu. Elle s'est tournée vers Martine. Madame Mercier, vous aviez des éléments à me présenter. Martine a sorti la petite clé USB noire. Elle l'a tendue à la juge. Voici les notes de travail du docteur Blanchard. Un informaticien du tribunal a branché la clé sur un ordinateur, et les documents ont été projetés sur le mur blanc du bureau. Le silence est devenu total. C'était bien pire que ce que j'avais imaginé. Des tableaux de médication sont apparus. Des neuroleptiques puissants, prescrits à des enfants de 8, 10 ans. À des doses parfois doubles de celles recommandées pour un adulte. Puis, des notes internes. Des mémos où Blanchard décrivait ses protocoles. Le mot thérapie n'apparaissait presque jamais. Mais le mot contention revenait sans cesse. Phase de rupture, isolement pour briser la résistance, conformité par la sédation. C'était un manuel de torture psychologique, pas un projet thérapeutique. Le visage de Blanchard a commencé à se décomposer. La couleur a quitté ses joues. Son assurance s'est fissurée, comme un vernis qui craque. Et la juge Rousseau a ensuite fait entrer Rebecca Tran. D'une voix d'abord tremblante, puis de plus en plus ferme, l'infirmière a raconté ce qu'elle avait vu. Les enfants hagards, shootés aux médicaments. Les parents tenus à l'écart, à qui l'on mentait sur les progrès de leur enfant. Enfin, la juge s'est adressée à Jessica. Doucement. Madame Martin. Regardez ces documents. Est-ce que le docteur Blanchard vous a déjà parlé de ces méthodes? Jessica a regardé le mur, les yeux écarquillés. L'effet des médicaments semblait se dissiper face à l'horreur de la vérité. Non. A-t-elle murmuré. Il me disait que c'était pour le bien d'Emma. Il disait que j'étais trop malade pour comprendre. Il ajustait mes médicaments quand je posais trop de questions. Après, tout devenait flou. C'était fini. Le piège s'était refermé. Blanchard a tenté de protester, de parler de secret médical, de calomnie. Mais sa voix n'avait plus la même assurance. Elle était devenue faible, presque suppliante. Et la juge Rousseau la regardait, non pas avec colère, mais avec un profond mépris. Docteur Blanchard, a-t-elle dit d'une voix glaciale. Votre carrière dans la médecine s'arrête aujourd'hui. Je suspends votre licence à titre conservatoire. Une enquête pénale sera ouverte dès cet après-midi. Vous pouvez disposer. Des officiers de police vous attendent dans le couloir. L'homme qui était entré dans ce bureau une heure plus tôt comme un dieu tout-puissant en est sorti comme un criminel. Vaincu. Démasqué. Il ne nous a même pas jeté un regard. Il avait perdu. Non pas par la violence, mais par la force tranquille de la vérité. Et dans le silence de ce bureau, pour la première fois, j'ai senti que nous pouvions enfin commencer à respirer. Quand la porte s'est refermée sur Blanchard, un silence étrange s'est installé dans le bureau de la juge. Ce n'était plus un silence de tension, mais un silence de vide. La tempête était passée. Il ne restait plus que les débris. Devant la juge, il n'y avait plus de coupable. Il y avait une famille brisée. Jessica pleurait en silence, le visage entre les mains. Daniel était à côté d'elle, lui caressant maladroitement l'épaule, ne sachant que faire. Et il y avait Emma, qui avait été ramenée dans le bureau et qui regardait la scène avec de grands yeux perdus. La juge Rousseau nous a observés longuement. Dans une situation comme celle-ci, la procédure standard était simple. La mère étant jugée inapte, l'oncle ayant ses propres limitations, l'enfant aurait dû être placé. Placé en foyer d'accueil. C'était la solution logique, administrative. La solution facile. Mais la juge Rousseau n'a pas choisi la facilité. Ce dont cet enfant a besoin maintenant, a-t-elle dit en regardant Emma avec une douceur inattendue, c'est de stabilité.
et d'amour. Le système n'est pas toujours très doué pour ça. Elle nous a alors proposé quelque chose d'inédit. Une construction sur mesure. Une solution qui n'existait dans aucun manuel de droit point. Nous allons créer un cercle de protection autour d'Emma, a-t-elle annoncé. Son plan était aussi simple que révolutionnaire. Jessica allait être admise dans une clinique de repos sérieuse, pour un traitement adapté, loin de l'influence de Blanchard. Elle y resterait le temps qu'il faudrait pour se reconstruire. Daniel, lui, allait s'inscrire à des programmes de soutien parental, pour apprendre à mieux gérer les besoins spécifiques d'Emma. Et vous, Madame Dubois, a-t-elle dit en se tournant vers moi. Mon cœur s'est arrêté. Votre rôle officiel dans cette affaire est terminé. Mais votre rôle humain, lui, ne fait que commencer, si vous l'acceptez. Je vous propose de devenir la tutrice éducative temporaire d'Emma. Le temps que sa mère se rétablisse. Elle vivrait avec vous. Vivre avec moi. Les mots flottaient dans l'air. C'était une responsabilité immense. Terrifiante. C'était une proposition qui allait bouleverser ma vie tranquille, ma petite routine de femme seule. J'ai regardé Emma. Elle me regardait aussi. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. Comment aurais-je pu refuser? Ce soir-là, une petite fille aux cheveux blonds comme les blés s'est endormie dans ma chambre d'amis. Je l'ai bordée dans son lit. Elle s'est endormie presque instantanément, d'un sommeil profond, sans médicaments. Un sommeil d'enfant. Les semaines qui ont suivi ont été un apprentissage. Pour tout le monde. J'ai appris à faire des tresses le matin. J'ai appris à consoler les cauchemars la nuit. J'ai appris que le silence d'un enfant peut être rempli de 1000 questions. Daniel venait tous les week-ends. Il suivait ses cours avec un sérieux admirable. Il arrivait toujours avec un gâteau qu'il avait préparé lui-même, souvent un peu trop cuit, mais fait avec tant d'amour. Il lisait des histoires à Emma, avec sa voix lente et douce, et elle s'endormait sur ses genoux. Jessica appelait tous les soirs. Au début, sa voix était fragile. Puis, de semaine en semaine, je l'ai sentie reprendre des forces. Elle posait des questions sur l'école, sur les amis d'Emma. Elle recommençait à être une mère. Blanchard avait disparu de nos vies. Son nom n'était plus qu'un mauvais souvenir. Il n'y avait plus de monstres dans le placard. Il y avait juste nous. Une enseignante, un oncle, une mère en reconstruction. Et au centre de tout, une petite fille qui réapprenait, jour après jour, à dessiner des soleils. Nous n'étions pas une famille normale. Mais nous étions en train de devenir une famille. 6 mois ont passé. 6 mois de petits pas, de routine rassurante et de rires retrouvés. Ma vie n'était plus la même. Mon petit appartement, autrefois si silencieux, était maintenant rempli des dessins d'Emma, de ses jouets, de sa présence lumineuse. Nous sommes un dimanche après-midi. Le soleil d'avril inonde mon salon. Jessica est là. Elle est sortie de sa clinique il y a un mois. Elle est plus calme, plus forte. Elle n'est pas encore totalement guérie, peut-être ne le sera-t-elle jamais, mais elle a appris à vivre avec ses nuages. Elle prépare un gâteau au chocolat dans ma cuisine. L'odeur est délicieuse. Daniel est là, lui aussi. Il est assis par terre et aide Emma à faire ses devoirs. Il est plus confiant, il parle plus facilement. Il a trouvé un petit travail à temps partiel. Il n'est plus seulement l'oncle dévoué. Il est devenu un pilier. Moi, je suis assise dans mon fauteuil, et je les regarde. Je regarde cette scène impensable il y a quelques mois. Cette famille improbable, rassemblée dans mon salon. Soudain, Emma lève la tête de son cahier. Elle a un grand sourire. J'ai fini mon devoir, s'exclame-t-elle. C'était un exercice classique d'école primaire. Dessiner son arbre généalogique. Elle nous montre sa feuille de format A4 avec fierté. Mais ce n'était pas un arbre. Il n'y avait pas de tronc, pas de branches, pas de racines. À la place, Emma avait dessiné un grand cercle. Un cercle composé de 3 cœurs,
reliés les uns aux autres. Un grand cœur pour sa maman. Un autre, tout aussi grand, pour son oncle Daniel. Et un troisième, pour moi. Au milieu du cercle, elle s'était dessinée, petite, souriante, tenant la main des trois cœurs en même temps. Jessica s'est approchée, les larmes aux yeux point. « C'est magnifique, mon trésor », a-t-elle murmuré. « Mais, pourquoi tu n'as pas fait un arbre, comme la maîtresse a demandé ?» Emma a regardé son dessin avec un air très sérieux. Un air de petite philosophe de 6 ans point. « Parce que, a-t-elle dit d'une voix claire, dans un arbre, il y a des branches qui sont en haut, et d'autres qui sont en bas. Et d'autres qui sont cassées. Dans ma famille à moi, il n'y a personne en haut en bas. On est tous à côté. On est tous à côté. » Cette phrase si simple, si profonde, a résonné en moi. En regardant Jessica et Daniel, je n'ai pas vu de la pitié. J'ai vu de l'admiration. Ils m'ont appris la plus grande des leçons. Aimer un enfant, ce n'est pas le posséder. C'est apprendre, humblement, à mériter son amour chaque jour. En regardant Emma, j'ai compris autre chose. Elle avait affronté les ténèbres avec sa propre vérité. Une vérité dessinée au crayon de couleur. Et avec cette honnêteté désarmante, elle nous avait à tous réappris à aimer. Vous savez, dans une société remplie de masques si parfaits, on oublie souvent que la conscience ne crie jamais. Elle ne fait que murmurer. Et notre devoir, peut-être, est simplement d'écouter ce murmure, avant qu'il ne s'éteigne pour de bon. L'histoire de Sophie, d'Emma, et de leur cercle parfait se termine ici. Que pensez-vous de la décision de Sophie? Auriez-vous fait quelque chose de différent à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je prends toujours le temps de lire chacune de vos paroles. Si ce récit vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de le partager avec quelqu'un qui, vous le pensez, sera aussi ému, et bien sûr de vous abonner à la chaîne Les Voix du Cœur pour ne pas manquer nos prochains mystères. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être la vôtre.